Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Bonjour à tous et à toutes, je suis Mathieu Koumouliamas et c'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour le second épisode de la nouvelle saison de notre podcast, La chèvre et le chou. Donc ça, c'est une expression qui date du XVIIIe siècle, elle signifie ménager des avis contraires. Dans notre cas, le principe il est simple, il y a toujours eu une dichotomie entre nature et ville, humain et nature. Aujourd'hui, selon nous, il s'agit d'adapter les mœurs humaines à celles des espèces sauvages non humaines. C'est pas tous les jours simple, et peu importe ce qu'on en pense, l'aménagement de l'espace urbain en faveur de la biodiversité est essentiel pour la santé de nos écosystèmes et donc de notre propre santé. Partant de ce constat, en collaboration avec Radio Anthropocène, nous vous proposons La chèvre et le chou. Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode, saison axée sur la botanique. Nous sommes 3 pour animer cette émission. Clara Lyonnais-Voutas, doctorante en géographie et aménagement du territoire qui travaille sur la présence des poules et des chevaux en ville. Héloïse Bellet, doctorante en géographie qui travaille sur la perception qu'ont les habitants et les habitantes des champs d'oiseaux au sein de la métropole de Lyon. Et moi-même, naturaliste de l'association des espèces par millions, une asso qui travaille sur la biodiversité en ville. Et ça tombe bien, c'est également le sujet de cette émission. Salut Guillaume, comment ça va ? Salut Mathieu, ça va et toi ? Nickel, écoute, est-ce que tu pourrais te présenter et en profiter pour nous expliquer un petit peu ton rapport à la nature ? Ouais, avec plaisir. Donc moi je m'appelle Guillaume Dosier, je travaille comme chargé de coordination pour les projets de micro-forêts pour l'association Boom Forest. On intervient principalement en région parisienne et à Lyon. Donc c'est ce que je fais depuis 2 ans en tant que professionnel et je suis investi comme bénévole dans l'association depuis beaucoup plus d'années. Et pour ta question, mon rapport personnel à la nature, écoute, il remonte, je dirais, à l'enfance. Pour te partager une petite anecdote, j'étais abonné au journal de Mickey, comme peut-être quelques auditeurs, quand j'étais petit. J'ai pu lire dedans des reportages sur la nature, notamment sur la déforestation, qui nous expliquaient qu'il y avait des dizaines d'équivalents de terrains de football qui étaient déboisés tous les ans en Amazonie. Et moi, quand j'étais enfant, ça m'a tout de suite marqué. Et je me suis dit, mais ça a quand même l'air d'être un sacré problème. Comment ça se fait qu'on n'est pas tous en train d'essayer de trouver une solution pour le résoudre? Et puis en grandissant, j'ai compris que c'était un problème qui était très complexe, que c'était difficile de faire quelque chose, mais qu'en fait, il était très possible de s'investir localement pour faire revenir de la nature dans sa ville, comme tu l'as dit en introduction, parce que c'est également très important. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à planter des arbres avec Boom Forest. Ok, super. Et tu peux un petit peu nous expliquer plus précisément ce que vous faites au sein de Boom Forest ? Ouais, le projet de l'association Boom Forest, c'est de planter des mini-forêts en utilisant une méthode qui s'appelle la méthode Miyawaki. Donc l'objectif, c'est dans un milieu urbain ou parfois périurbain, de replanter des arbres, donc des jeunes arbustes de plantes indigènes pour recréer des petites poches de forêt sauvage, donc des petits écosystèmes forestiers au plus proche de ce que aurait fait la nature si on l'avait laissé faire. Et c'est pour ça qu'on utilise une méthode spécifique que j'ai citée, la méthode Miyawaki, qui est justement conçue pour essayer d'imiter la nature, pour faire revenir un petit peu ces dynamiques naturelles qui se produisent quand on laisse un espace finalement en libre évolution pendant plusieurs centaines d'années, en tout cas en France. Il va y avoir toute une succession de plantes, d'abord des herbacées, des buissons, des arbres, et puis enfin des arbres de haut jet qui vont à terme faire revenir une forêt. C'est ce phénomène-là qu'on essaye d'imiter avec la méthode Miyawaki, mais en prenant immédiatement le stade final, c'est-à-dire tous les arbres qu'on retrouve dans une forêt mature, on les plante petits, on va les planter mélangés, donc on va planter tout un ensemble d'espèces qui vont se côtoyer, les buissons vont être proches des arbres de haut jet, etc., pour avoir une forêt qui est multistrate, et on les plante densément pour recréer vraiment un écosystème qui va être fermé, dans lequel tout l'espace possible va être occupé, où les feuilles vont venir capter l'ensemble de la lumière du soleil, et ainsi faire revenir une petite poche de nature sauvage dans des villes bétonnées. Ok. Et vu que c'est une technique qui vient du Japon, en fait, comment ça a été accueilli en France, en fait, et même peut-être plus largement en Europe, hein, je ne sais pas si tu as une idée là-dessus. Ouais, donc c'est une super question. En fait, il faut savoir que la méthode, elle est assez ancienne. En réalité, elle a été inventée dans les années 70 au Japon. Donc, elle est très, très largement appliquée là-bas sur tout l'archipel. Et en fait, je dirais même, on se pose pas la question. Au Japon, on a besoin de faire du reboisement. La plupart du temps, on s'appuie sur la méthode Miyawaki sans spécifiquement dire c'est la méthode Miyawaki, c'est original, puisque évidemment, pour eux, ça fait 40 ans, 50 ans même qu'elle est appliquée. En France,
En tout cas, en Europe, elle est arrivée beaucoup plus récemment. Les premiers projets de plantation en Europe qu'on connaît ont été réalisés en Belgique en 2016. Et la première mini-forêt a été plantée en France avec cette technique en 2018 par l'association Bloom Forest sur la butte du périphérique à Paris. Donc, ça a été à ce moment-là l'occasion de faire vraiment découvrir quelque chose qui était complètement inconnu en France. On a en fait nous-mêmes découvert cette méthode en regardant un petit peu sur Internet, en voyant un TED Talk qui en parlait de la part d'un entrepreneur indien qui, lui, avait appliqué cette méthode depuis bien plus longtemps. Et en fait, ça nous a paru extrêmement pertinent pour végétaliser des espaces au sein d'un endroit qui est très contraint, très urbanisé, avec peu d'espace disponible, comme la ville de Paris. Et en fait, c'est aussi ces éléments-là qui ont été bien accueillis par la ville à ce moment-là et par les autres municipalités avec lesquelles on a pu travailler dans les années qui ont suivi, qui ont vu vraiment dans cette méthode un potentiel à la fois intéressant pour végétaliser des petites surfaces très contraintes et en même temps pour impliquer des citoyens dans ce processus-là. Parce que je ne l'ai pas dit, mais tout l'objectif de l'association Boom Forest, c'est que ce ne soit pas nous, les bénévoles, qui allions sur le terrain pour planter, mais en fait, c'est les riverains qui vont venir avec nous et planter eux-mêmes les arbres dans un espace public, dans leur quartier, pour végétaliser, ou en tout cas contribuer à végétaliser leur ville. Et ça, globalement, ça rencontre beaucoup d'enthousiasme. Ok, c'est super intéressant. En fait, ça démontre que les habitants peuvent être, entre guillemets, garants de la santé des espèces indigènes en ville, en participant dès le départ, en fait, à la plantation. Et tu me parlais de Paris. Pour l'anecdote, le mètre carré d'un appartement haussmannien à Paris, c'est 10 000 euros. Et vous, est-ce que vous avez une idée à peu près du nombre du prix d'un mètre carré d'une forêt Miyawaki? Est-ce que c'est quelque chose qui a été plus ou moins budgété? Ça pourrait être C'est mis. une question qu'on Excuse-moi. Ouais, j'allais dire, c'est une question qu'on nous pose souvent quand on cherche à mener des projets. En fait, l'idée de l'association Boom Forest, c'est aussi d'inciter le plus de personnes possible à s'emparer de cette méthode et à aller mener un projet, à ce que des personnes locales puissent mener le projet. Et souvent, une question qui revient, c'est, oui, mais combien ça coûte un mètre carré de forêt Miyawaki? En fait, c'est très variable. Les terrains en ville, tu sais ça mieux que moi, ils sont extrêmement différents d'un endroit à l'autre. On va avoir, par exemple, des sols sous d'anciens parkings, par exemple, qui sont extrêmement tassés, très pauvres. Là, on peut pas planter, donc il va falloir faire tout un travail préalable pour qu'on puisse installer les arbres de la méthode Miyawaki. Ça va coûter cher. Parfois, on a l'occasion de planter sur des terrains comme, par exemple, les buttes du périphérique qui sont enherbés, donc avec des terrains qui sont beaucoup moins tassés où là, il y a un travail préalable qui est moindre, donc le coût va diminuer. Donc, c'est surtout ces éléments-là qui vont faire varier la fourchette. Après, on plante comme je le disais, des arbres qui sont plutôt jeunes. Hein, ils ont entre 1 an et demi et 2 ans, donc qui sont pas très chers à l'achat, même si on en plante beaucoup sur la surface. C'est pas ça qui va faire que le projet va avoir un budget important. Puis surtout, il faut le mettre en comparaison avec d'autres projets qu'on aurait pu faire à cet endroit-là. Donc des projets de végétalisation plus traditionnels, entre guillemets, où on planterait des arbres d'alignement qui ont déjà 10-15 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que planter 5-6 arbres d'alignement qui ont 10-15 ans, ça coûte le même prix qu'une forêt Miyawaki de plus de 1000 mètres carrés. D'accord. Et tu me parles du travail du sol, donc, et de ce que j'ai compris, en fait, pour faciliter la croissance des jeunes arbustes, des jeunes arbres, vous reproduisez un petit peu un sol forestier, c'est ça? Exactement, on essaye de s'inspirer effectivement du sol dans lequel les arbres y ont poussé naturellement quand les graines sont portées par le vent ou par les oiseaux dans un terrain forestier. Donc il y a toute une enquête préalable qu'on va mener pour essayer de se rendre compte, ok, c'est quoi l'état du sol actuellement? De quoi il a besoin pour qu'on puisse planter des arbres et qu'on s'assure qu'ils aient à peu près tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir grandir et être en bonne santé. Donc, comme je le disais, il y a une grosse partie de ça, ça va déjà être de décompacter le sol, mais ça va être aussi éventuellement de lui ajouter des éléments pour retenir l'eau, au contraire pour mieux le drainer. Ça peut être aussi ajouter des éléments nutritifs comme de la terre végétale, du fumier de cheval qui vont apporter aux arbres ce dont ils ont besoin pour grandir, parce que si on les plante directement dans une espèce de mélange de sable et de gravats qui composent beaucoup d'espaces finalement dans lesquels on a l'occasion de planter en ville, ça va être très compliqué pour eux. D'accord. Et ils viennent d'où, justement, ces arbres, ces arbustes? Ça va être assez variable. On essaye de privilégier des pépiniéristes avec lesquels on travaille, qui sont des acteurs locaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'association d'une forêt, c'est une petite structure. On n'a pas de notre pépinière à nous, malheureusement, même si on aimerait bien.
Donc on est obligé souvent de faire appel à des pépiniéristes commerciaux ou parfois les municipalités avec lesquelles on travaille. Les projets qu'on mène, ils sont à 99% menés en partenariat avec des communes, des collectivités. Ce sont eux les financeurs du projet et c'est très souvent eux qui vont nous fournir le matériel, toutes les ressources matérielles qui sont nécessaires au projet. Donc ça va être en partie le travail du sol dont on a déjà parlé, mais ça va être aussi les plants et parfois ils ont leur propre pépinière. Ça va être le cas des départements par exemple. Donc ça vient parfois des départements qui nous fournissent les arbres et parfois ça vient de pépinières françaises qui vont avoir des sites de production à divers endroits en France, mais on essaie autant que possible que ce soit pas très loin du site où on plante. D'accord. Et de ce que j'ai compris, les plantations, c'est à peu près de l'ordre de 3 arbres, arbustes par mètre carré. Et est-ce que vous aussi, finalement, vous n'êtes pas un petit peu victime de cette politique du chiffre en annonçant du coup des chiffres dingues, quoi? Vous allez dire, on a planté 2000 arbres et arbustes, alors que, in fine, potentiellement, de ce que j'ai compris avec la concurrence végétale, on va pas non plus avoir ce chiffre en fin de parcours, quoi. Ouais, tout à fait. On observe d'ailleurs un petit peu dans les municipalités une course à l'échalote sur le qui va planter le plus d'arbres durant sa mandature. Ça, c'est des choses qui font très bien sur des effets d'annonce pour pouvoir dire on a planté plusieurs dizaines de milliers d'arbres. On le voit au niveau des départements, au niveau des villes encore, avec Paris qui a annoncé le plan de 170 000 arbres plantés durant la mandature. En fait, la question que nous, on invite à se poser, c'est surtout, oui, mais c'est quoi la qualité des projets? C'est-à-dire qu'on plante, on fait du chiffre, mais quel est l'intérêt, en fait, de planter ces arbres? Et quel type d'arbres on plante? Si on plante que des pins maritimes, par exemple, on va faire une belle monoculture, on aura planté des dizaines de milliers d'arbres, mais ça aura très peu de valeur écologique. Nous, ce qu'on essaie plutôt de défendre au-delà de combien d'arbres on plante au mètre carré, c'est la valeur intrinsèque que ça a de planter une mini-forêt avec la méthode Miyawaki, où on va planter, comme je le disais, à la fois que des essences qui sont indigènes, donc qui ont une véritable valeur pour l'écosystème dont tu parlais tout à l'heure dans ton introduction, qui bénéficient aux humains et aux non-humains de la ville, et on va les planter de façon diversifiée. Donc on va vraiment avoir aussi tout un ensemble, un écosystème avec de nombreuses composantes différentes les unes des autres, qui va aussi jouer un rôle important dans la résilience et la bonne santé de cet ensemble-là. Après, la densité qui engendre la quantité d'arbres qu'on plante, elle a aussi une justification. C'est pas histoire de dire on plante le maximum d'arbres dans une petite surface. C'est plutôt l'idée de dire comment ça se passe dans la nature. Bah, dans la nature, tous les espaces vacants sont occupés par une plante, par un végétal. On plante pas que des arbres de hoget les uns à côté des autres, hein. On va avoir, comme je le disais, des arbres de tailles différentes et des végétaux de tailles différentes qui vont se côtoyer. Ça va créer une forêt qui est multistrate. Donc on va occuper l'espace au sol, mais aussi l'espace en hauteur. Et ça va avoir énormément de co-bénéfices. En fait, les arbres, en étant proches les uns des autres de cette façon, ils vont en fait assez vite refermer le milieu, c'est-à-dire que les branches et les feuilles vont s'assurer que le milieu va être fermé, qu'il y a de moins en moins de lumière du soleil qui pénètre jusqu'au sol. Ça limite ainsi la croissance des plantes concurrentes, donc des adventices. Donc ça fait moins d'entretien ensuite derrière, et surtout c'est des plantes qui vont risquer aussi d'appauvrir le sol en eau, en nutriments, et donc de venir concurrencer la croissance des arbres et des arbustes qu'on a plantés. C'est pour ça qu'on les enlève pendant les 3 premières années. Et puis, les arbres, en étant proches les uns des autres, ils vont aussi se protéger les uns des autres. Par exemple, ils vont se faire de l'ombre mutuellement, se protéger du vent. Tout ça, c'est des éléments qui vont aussi jouer un rôle dans le fait que la forêt va être plus résiliente. D'accord, donc on vous a jamais accusé de maltraitance envers les arbres en les plantant si près les uns des autres. C'est pas quelque chose qui a choqué. J'ai l'impression qu'en France, c'est un peu une sacralisation de l'arbre, donc d'où ma question. Et tu parlais de croissance. T'as des exemples à titre indicatif de ce que tu as pu observer sur le terrain avec cette technique-là? Ouais, juste avant, pour répondre à tout ce que tu disais, on a très souvent cette question de pourquoi est-ce qu'on les plante aussi serrés? Est-ce qu'ils vont tous survivre? Est-ce qu'on va en déplanter certains même pour les replanter ailleurs, etc. Alors, on ne fait pas ça. Effectivement, on les plante à 3 par mètre carré. Ensuite, on n'y touche pas. On revient, comme je le disais, simplement pour entretenir, donc pour désherber principalement. Et évidemment qu'à la fin, si on revenait dans 20 ans, il n'y aurait pas l'ensemble de ces arbres qui ont survécu. Certains vont mourir, mais c'est déjà beaucoup moins que ce qu'on peut imaginer. En réalité, une grande majorité d'arbres survit. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'évidemment, les espaces qui sont laissés vacants par les arbres qui meurent sont ensuite évidemment occupés par d'autres végétaux. Donc, il n'y a pas vraiment de problématique à les mettre de façon aussi dense. En fait, nous, on les plante à 3 arbres par mètre carré, mais il y a des endroits dans le monde où ils sont plantés à 6, voire 7 arbres par mètre carré. Ça va dépendre évidemment de la latitude.
Et en termes de croissance, ça joue aussi un rôle important pour arriver sur ta deuxième question. Ce qu'il faut savoir, c'est que les arbres, en étant proches les uns des autres comme ça, ils vont aussi à la fois se créer tout un ensemble de solidarité, je l'ai dit, de co-bénéfices. Donc, ils se protègent du vent, ils se protègent du soleil. Évidemment, leurs racines et les champignons vont créer de manière souterraine un réseau avec lequel ils vont pouvoir aussi se soutenir les uns des autres. Mais ils vont aussi être en compétition, notamment en compétition pour l'accès à la lumière, ce qui va stimuler leur croissance. Et dans les premières années de la plantation, donc on parle des 3-5 premières années après qu'on ait planté, on observe un rythme de croissance qui peut atteindre jusqu'à 1 mètre par an. Donc c'est vraiment très impressionnant. D'accord. Et puis, dans le pire des cas, pour ce qui est mort, ça peut permettre de célébrer la mort et de rappeler le fait qu'il y a 5% de la biodiversité mondiale terrestre qui est quand même liée au bois mort. Donc, dans tous les cas, j'imagine que c'est pas vraiment perdu, hein. Et à ce sujet, est-ce que vous avez des retours sur les bienfaits des espèces sauvages ou pas du tout? Puisque moi, j'ai lu une étude là, qui est parue. Alors, en 2010, apparemment, une des rares études scientifiques sur l'efficacité de la méthode Miyawaki réalisée en Sardaigne dans un milieu naturel fait état d'une mortalité des arbres comprise entre 61 et 84% au bout de 12 ans. Moi, je suis tenté de me dire, bon, bah super, ça fait plein de matière pour les espèces saproxyliques liées au bois mort. Mais en vrai de vrai, qu'est-ce que toi, tu peux en tirer? Ouais, c'est une étude qui est souvent, très très souvent citée dans les médias qui vont parler de la méthode Miyawaki pour justement mettre en avant les chiffres que tu viens de citer pour dire attention, regardez, la plupart des arbres vont mourir parce qu'il y a une étude sur le sujet qui a connu ce taux de mortalité. En fait, ce qu'il faut voir déjà, c'est que l'étude que tu cites, elle s'appelle, en traduisant en français, l'efficacité de la méthode Miyawaki. Et d'ailleurs, cette étude, pardon, elle a comparé la méthode Miyawaki avec d'autres méthodes, notamment des méthodes de plantation plus traditionnelles, pour reboiser un endroit très spécifique en Sardaigne, qui était en fait particulièrement aride sur un sol qui était particulièrement pauvre. Et en fait, l'étude, elle compare quelques, on va dire, interprétations de la méthode Miyawaki. Là aussi, c'est pas tout à fait la méthode puisqu'il n'y a aucune préparation du terrain qui a été faite dans le cadre de l'application de la méthode dans cette étude. Donc, c'est pas exactement ça qu'on fait, mais ça compare donc quelques applications comme ça inspirées de la méthode Miyawaki et des plantations traditionnelles pour voir qu'est-ce qui est le plus efficace pour revégétaliser cet endroit très aride. Et en fait, au bout de 10-11 ans, ils disent, ah oui, effectivement, le patch qui a été planté avec cette inspiration de la méthode Miyawaki a connu une forte mortalité. Et d'ailleurs, c'est dit dans l'étude que c'est normal parce que c'est lié aux conditions très difficiles du site. Et surtout, c'est à mettre en comparaison avec les autres méthodes qui ont toutes échoué et pour laquelle tous les autres arbres sont morts. Donc finalement, la méthode qui a marché, c'est la méthode Miyawaki. Et ça, on le voit très bien quand on lit l'étude. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle l'efficacité de la méthode Miyawaki en réalité. Mais si on se contente juste de survoler l'abstract et qu'on dit, ah, 80% de mortalité, c'est donc que ça marche pas, ben, c'est facile après de faire un article un petit peu qui fait le buzz avec ce chiffre. Ok. En tout cas, nous, dans le cadre de notre travail chez Des espèces par million, on a eu du coup l'occasion de réaliser des inventaires de la biodiversité dans 3 de vos plantations dans la métropole lyonnaise, hein, missionnées par vous-même. Et moi, pour parler positif, ce que j'ai adoré constater dans vos plantations, c'est vraiment pouvoir observer des plantes typiquement urbanophobes. Je m'explique, par exemple, au parc de Paris, j'ai pu observer donc la bourdaine, qui est un petit arbuste qui est plutôt habitué au milieu bien humide, autant au niveau atmosphérique que dans la terre. D'ailleurs, à Lyon, moi, je l'observe éventuellement à Brétillot, pour ceux qui connaissent, donc les berges du Rhône inondables, ou encore sur les berges de la Saône, mais rarement dans d'autres milieux. Et en fait, là, dans vos plantations, j'ai vu qu'ils se régalaient parce que tout simplement, effectivement, c'est dense. Donc, il y a un taux d'hygrométrie important qui lui permet de se mettre bien. Et en plus de ça, il y a ce travail sur le sol qui est fait. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est marrant, en fait, la bourdaine, c'est pas qu'elle est uniquement liée au milieu humide, c'est que les milieux qui peuvent l'accueillir hors zone humide ont un petit peu disparu quelque part. Et quelque part, si on change, on modifie le milieu, naturellement, ces espèces-là, on peut les replanter. Parce que je te garantis que la bourdaine, elle est largement exclue des palettes végétales de la région, hein, je pense. Et donc là, c'est vraiment un bel exemple. Je parle de cette plante parce qu'elle était notamment dominante dans la strate arbustive, donc les arbres et arbustes compris entre 1 et 2,5 m. Et j'ai vu la même chose aussi sur d'autres espèces,
notamment le frêne à feuilles étroites, donc pareil, qui est un grand arbre qui peut faire jusqu'à 30 mètres, qui est planté à Lyon et en métropole, pareil, toujours en bord de quai. Et chez vous, dans vos plantations, pareil, je me suis aperçu qu'il était dominant dans la strate haute, alors qu'en fait, pareil, il a été viré des palettes végétales parce qu'on l'accusait de contracter notamment la calorose, qui est une maladie qu'il subit en général parce qu'il y a plusieurs stress hydriques année après année et qu'en fait, forcément, il devient plus sensible aux maladies. Et là, j'étais super heureux de voir que ces espèces-là, en fait, elles se mettaient super bien. Donc, je trouve que c'est un petit peu un pied de nez à ce qu'on peut observer dans les plantations. Et du coup, ça me fait poser une question. Est-ce que le choix de vos essences, il est critiqué? Alors effectivement, il y a des points super intéressants que tu soulèves. Nous, on a vraiment à cœur, et c'est les recommandations de la méthode, de multiplier au maximum les essences, encore une fois, indigènes qu'on va planter, mais on les plante pas en mettant exactement le même nombre de chaque espèce. On essaie d'imiter les proportions de ce qui se retrouverait dans une forêt naturelle, ce qui est parfois difficile à identifier parce qu'il y a effectivement très très peu de forêts primaires autour de nous, encore plus dans des milieux urbanisés, donc il faut faire beaucoup de recherches pour arriver à extrapoler un petit peu ce chiffre-là, ce mix que nous, on va essayer d'appliquer. Mais, et tu connais ça mieux que moi, préserver ces espaces, ces espèces-là, comme la bourdaine par exemple, dans ce qu'on va planter, notamment en ville, c'est aussi s'assurer qu'il y a tout un ensemble d'insectes et d'animaux qui sont abrités par cette espèce-là, qui viennent trouver les gîtes et le couvert dans cette espèce-là, vont pouvoir continuer finalement à se nourrir, à vivre, à exister, à faire partie de cet écosystème. Donc pour nous, ça c'est important. Maintenant, effectivement, la palette que nous on propose, parfois, elle rencontre, je dirais, certaines formes d'opposition. On va avoir parmi les critiques celle que tu as notamment citée, donc qui va être, oui, par exemple, les frênes ou les hêtres sont des espèces qui peuvent être sensibles à certaines formes de maladies. Nous, on les plante plus pour cette raison, nous disent parfois les gens des espaces verts. Alors, effectivement, ça, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas encore assez de recul. Comme je le disais, la plantation à Miyawaki en France, ça date que de 2018, donc c'est encore très très récent. On attend aussi d'avoir plus de recul et par ailleurs les études que tu mènes avec des espèces par million sur les forêts qu'on a plantées nous aident beaucoup dans ce sens pour voir un petit peu comment les choses évoluent. On a plutôt des chiffres qui sont positifs, qui tendent à montrer que parce qu'il y a une grande diversité d'espèces, les parasites et les insectes qui vont avoir tendance à détruire ces espèces-là se propagent moins parce que c'est pas comme des arbres d'alignement où ils sont tous de la même espèce et donc ils ont tendance à se transmettre le parasite de l'un à l'autre. Là, on a dit, ils sont plantés de façon mélangée. C'est une première chose qu'on peut anticiper. Et il y a une autre question qu'on a aussi très souvent qui est l'élévation des températures dues au changement climatique et les bouleversements dans le climat vont faire que certaines espèces seront peut-être moins adaptées au climat du futur. Donc, est-ce qu'on planterait pas dès aujourd'hui des espèces qui sont adaptées, c'est-à-dire des espèces du bassin méditerranéen où il fait plus chaud, plus sec? Et pour le moment, la réponse que nous on oppose à ça, c'est non. On se propose plutôt de laisser faire la nature. C'est en tout cas la ligne directrice qui est suivie aussi par les personnes qui appliquent la méthode Miyawaki au Japon et qui ont contribué à le développer, qui tendent à dire ces espèces qui doivent changer dans le mix final, on va dire, elles changeront d'elles-mêmes, mais d'une façon que nous, on ne peut pas anticiper aujourd'hui. C'est un équilibre qui est très complexe. Il y a plus de 25 à 30 espèces différentes au sein des mini-forêts qu'on plante et elles sont toutes petites. Alors au sein d'une forêt, je dirais, de taille majeure, évidemment, c'est des équilibres qui sont encore plus complexes. À notre sens, c'est un peu jouer aux apprentis sorciers aujourd'hui que de dire on va enlever celle-ci et celle-là et on va la remplacer par du chêne vert parce qu'on pense que ça va être mieux. Oui, mais si ça se trouve, ça va pas du tout se passer comme ça si on laisse faire la nature. Donc l'idée, c'est plutôt de dire les arbres peuvent s'adapter, ils ont un vrai potentiel d'adaptation que parfois on soupçonne pas et c'est ça qu'on a envie, sur lequel on a envie de tabler aujourd'hui. Et s'il doit y avoir des adaptations, alors elles se feront aussi naturellement et c'est plutôt cette façon-là de faire qu'on veut suivre qu'aujourd'hui de faire un peu une recette magique de ce qu'on imagine fonctionner dans 50 ans et de les planter. Ok, ouais, je suis de notre côté chez des espèces par million, on est entièrement de ton avis. On a plutôt envie de valoriser la diversité génétique et voir un petit peu qui va gagner cette course à l'évolution vers la sécheresse ou pas. Et en tout cas, en parlant de chaleur, moi, ce que j'ai bien aimé constater dans les plantations, en fait, c'est le côté un peu no man's land, quoi. C'est-à-dire que c'est tellement touffu, c'est un petit peu inextricable. Du coup, naturellement, si tu tapes une sieste sous une forêt Miyawaki, je garantis que ça va bien se passer, même en plein été. Et puis idem, je pense que pour pas mal d'espèces animales qui ont besoin de tranquillité, c'est vraiment nickel. Elles sont à deux doigts de s'installer un hamac.
Mais on pense en fait, au travers de nos études, qu'elle gagnerait un intérêt en faisant varier les strates au sein de la plantation. Et tu vois, notamment en créant pourquoi pas des petites clairières, en intégrant dès le départ des gros morceaux de bois morts, etc. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de compatible en fait, la création de mosaïques d'habitat et vos plantations? Oui, tout à fait. Alors en fait, pourquoi est-ce que ça a cette forme? Déjà, ce qu'il faut voir, c'est que la tradition de la nature en ville, tu connais ça très bien, c'est plutôt d'avoir des jardins d'agrément, c'est-à-dire une nature qui va être très rangée, très contrôlée, où l'homme va avoir une place qui est prépondérante. En fait, elle est même conçue pour son agrément. C'est le cas, par exemple, des parcs qu'on va avoir à Lyon et à Paris, qui ont vraiment été, qui sont parfois d'anciennes réserves de chasse et qui ont été vraiment aménagées pour profiter aux usagers, ce qui est très bien. Mais l'idée qu'on défend derrière la méthode Miyawaki et les plantations de mini-forêts avec cette méthode, c'est plutôt de se dire on va rendre des espaces à la nature desquels l'homme sera absent. C'est-à-dire que on a très souvent la demande, est-ce qu'on pourrait faire un petit chemin pour traverser la forêt? Et souvent on dit non. L'idée c'est justement d'avoir un espace qui est fermé où l'humain ne peut pas rentrer pour, comme tu l'as dit, offrir de la tranquillité à des espèces qui aujourd'hui en ont besoin pour se nourrir, se reposer, se reproduire. Donc, on a fait l'expérience ensemble, on est allé relever des pièges sur des forêts Miyawaki qu'on avait plantées. Il fallait vraiment ramper pour pouvoir arriver au milieu de la forêt, relever les pièges qui ont été installés, parce que les arbres plantés densément vont vraiment avoir cet effet de fermer le milieu. Maintenant, c'est tout à fait sujet à expérimentation. On peut imaginer d'avoir différentes topologies de projets. On peut essayer avec des clairières, on peut essayer en intégrant du bois mort. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on aimerait faire prochainement avec des espèces par million, parce que justement, on pense qu'il peut y avoir plein d'interactions super intéressantes, parce que aussi une grande diversité d'espèces se retrouve pas forcément au cœur de la forêt, mais plutôt à l'interface entre les milieux, comme tu l'as souligné. Donc ça peut être aussi dans cette optique intéressante de maximiser cette surface d'interface. Donc voilà, il y a des designs de forêt qui sont à expérimenter pour essayer à chaque fois de suivre qu'est-ce qui est finalement le plus efficace pour remplir quel objectif. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est on plante des mini-forêts, elles peuvent servir à plusieurs choses. Tu l'as dit, elles sont agréables pour que les animaux puissent relaxer dans leur hamac au milieu, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi très agréable pour les humains d'avoir des véritables espaces de fraîcheur en ville, dans des endroits qui vont être de plus en plus sujets aux crises de chaleur. Donc, dans cette optique-là, c'est intéressant aussi d'avoir des espaces dans lesquels l'humain peut se retrouver, ou alors, au contraire, d'avoir des espaces qui sont très vastes, qui vont entourer, par exemple, des entreprises ou des quartiers, de sorte à fournir comme ça de l'ombre, mais aussi des barrières visuelles avec des pollutions comme, par exemple, des autoroutes ou des barrières sonores vis-à-vis de ces pollutions-là. Donc, il y a tout un ensemble de bienfaits, de bénéfices à planter des arbres en ville et à les planter aussi selon cette méthode bien spécifique, mais c'est pas l'unique façon de faire. Et en fait, en fonction de ce qu'on essaye de réaliser à cet endroit précis, ce qui va varier du projet d'à côté, là, on peut effectivement complètement adapter la méthode pour remplir un objectif en particulier. Et c'est ça que je trouve très intéressant aussi avec cette façon de faire. Ouais, en fait, comme très souvent, lorsqu'on parle de nature en ville, c'est assez transversal et on se retrouve à faire autant du social que de l'environnemental, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est super chouette. Et du coup, en fait, ce que je comprends par là, c'est que la méthode Miyawaki, c'est pas figé, c'est pas le truc ancestral auquel il ne faut pas toucher, mais tu penses qu'elle va encore être amenée à être modifiée de par notamment les designs que vous allez apporter, c'est ça? Mais moi, j'ai une autre question en fait. Est-ce que finalement, la méthode Miyawaki, c'est pas juste un prétexte à inviter les espèces sauvages à mener une vie paisible, quoi? Finalement, vous fermez un lieu, vous mettez des arbres et puis vous attendez que ça pousse. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce délire-là? Il y a complètement l'idée que la méthode Miyawaki, elle vient bousculer aussi nos rapports à la nature et surtout à la nature en ville. Comme je l'ai dit, la nature en ville elle a avant tout une fonction d'agrément pour le moment, mais c'est aussi une nature qui va être extrêmement contrôlée par l'humain. C'est-à-dire qu'on va beaucoup intervenir et on voit bien, dès qu'on parle de projets de mini-forêt Miyawaki, souvent les partenaires avec lesquels on travaille, au début, ils vont se poser la question de, OK, mais qui va entretenir? Et le principe de la méthode, c'est justement qu'après 3 ans d'entretien de désherbage, comme je l'ai cité, après, on laisse en libre évolution complètement. Et ça c'est quelque chose qui vient me déranger parce qu'on a souvent en tête l'idée que pour que ça puisse vivre, pour que la nature puisse se développer, ben en fait, c'est l'humain qui doit intervenir, qui doit s'en occuper, qui doit tailler, qui doit que sais-je. Et ben là, en fait, c'est plutôt le postulat inverse. Et c'est aussi
des projets qui permettent d'éduquer les citoyens de la ville à ça, à se dire, bah, en fait, la nature en ville, ça peut avoir cet aspect effectivement sauvage, peut-être un petit peu bordel, que j'ai pas l'habitude de voir autour de chez moi. Et c'est aussi un endroit dont je suis pas moi-même peut-être absent, mais que je peux contribuer à entretenir en venant désherber, et surtout qui va évoluer sans moi, sans interaction humaine, et donc il y a tout un ensemble de plantes qui vont se développer, qui vont s'installer, qui vont vivre leur vie dans un milieu où d'habitude elles sont plutôt contraintes et contrôlées, voire arrachées pour une grande partie, puisque considérées comme néfastes ou nuisibles. Voilà, elles peuvent avoir leur place si elles trouvent leur place par elles-mêmes dans cet écosystème. C'est un peu ça qu'on essaye d'encourager. Et par ailleurs, la méthode Miyawaki, tu l'as dit, c'est pas un guide suprême. Il s'agit pas d'une recette universelle dont il faudrait jamais dévier pour réussir comme par magie à faire revenir de la nature sauvage qui a plein d'intérêts en ville. En fait, c'est un outil, comme il en existe plein d'autres. Cet outil, il est adapté à certains endroits pour faire revenir de la nature. Ça peut être le cas dans des espaces comme des délaissés de voirie, comme par exemple, j'ai cité les buttes du périphérique au début. Ça peut être aussi des friches industrielles, des anciens parkings, etc. Des endroits qui ont été très dégradés. Là, on peut vraiment avoir des très beaux résultats et ça permet d'impliquer le public. Mais c'est pas l'unique méthode. Et par ailleurs, la méthode Miyawaki en elle-même, sous réserve qu'on respecte évidemment, je dirais, ces fondamentaux qui font qu'on peut vraiment parler de la méthode Miyawaki et qui font qu'elle fonctionne, on peut l'adapter. Et d'ailleurs, elle est adaptée à chaque fois qu'elle est utilisée, puisque on l'adapte en fonction de l'endroit spécifique où on se trouve. On va pas utiliser la même application de la méthode Miyawaki ici en région lyonnaise ou en région parisienne que il utilise quand il l'applique au Liban, en Jordanie, comme par exemple d'autres groupes qu'on connaît le font, ou comme ils le font au Japon par ailleurs. En fait, ce qui est important, c'est que si on veut appliquer cette méthode, il faut en comprendre les principes, il faut comprendre ce qui fait qu'elle fonctionne pour respecter ça, et ensuite pouvoir l'adapter à ses contraintes locales, et bien sûr garder en tête que c'est pas forcément adapté à tous les endroits, que parfois il faut utiliser une autre méthode, mais que par contre, ce qu'on essaye de faire avec, donc impliquer les citoyens, faire revenir de la nature sauvage et indigène, ça c'est quelque chose qu'on peut aussi faire d'autres façons, de manière très intéressante, comme vous faites d'ailleurs avec des espèces par millions. Ouais. D'ailleurs, en fait, nous, dès 2022, on a été accompagnés en fait pendant 3 ans pour la petite histoire, hein, par la Fondation Maison du Monde pour planter des haies. Et dans le cadre de ces 3 ans, il était aussi question de nous-mêmes faire des inventaires sur nos haies. Et en fait, de par la méthode qu'on emploie, nous, on n'a pas des résultats de croissance aussi explosives que les vôtres. C'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, on n'observe pas déjà des frênes de 6 mètres. Du coup, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait étudier vos plantations au même titre qu'on pourrait étudier des haies qu'on aurait fait nous. Si tu veux. Ça nous permettait d'avoir plus vite accès à une haie composée essentiellement d'essences indigènes comme les vôtres, et donc de pouvoir faire nos premières analyses sur le sujet. Et en fait, on s'est aperçu, hein, qu'on en parlait un petit peu tout à l'heure, que là où il y avait le plus de biodiversité, c'était en fait sur l'interface entre la prairie et la forêt, ce qu'on appelle donc la lisière plus précisément. Donc c'est un écotone, cette zone-là. Et donc, c'est un petit peu le moment où il y a plein d'herbacées qui arrivent et puis qui sont rejoints petit à petit par des ronces, des arbres, etc. Ce dont on parlait au début de succession végétale. Et moi, ça me donne envie de tester d'autres choses, en fait. C'est de carrément, donc, comme vous, hein, mettre des petites ganivelles, donc des barrières sur une zone délimitée. Et en fait, vraiment pas faire d'intervention pour le coup. Attendre que ça pousse, quitte à venir pour, comme vous le faites, hein, désherber éventuellement les espèces qui ont un statut d'espèce exotique envahissante, et pas plus, et voir en fait comment ça se passe pour justement observer ce fameux effet lisière, etc. Est-ce que tu penses qu'un jour, les plantations elles se feront comme ça et on arrêtera de faire de l'intervention, en fait, dans certains cas en tout cas? Oui, tout à fait. Et par ailleurs, ce cas que tu cites, il peut être très adapté pour revitaliser certains endroits qui ont été dégradés. En fait, l'idée derrière l'intervention, le fait de planter en tout cas, elle est double. Pour nous, Association Groupe Forest, c'est que d'une part, c'est un véritable intérêt pédagogique. C'est-à-dire que on va planter avec les gens. Et là, c'est souvent des actions que les gens ont jamais l'occasion de faire dans leur vie en ville, parfois même dans leur vie tout court. On a des gens qui viennent planter avec nous sur les projets comme celui qu'on va faire ce week-end à Joinville-le-Pont. À chaque fois, les personnes nous disent c'est la toute première fois de ma vie que je plante un arbre. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Ça crée un lien d'attachement qui est très fort entre cette personne-là et cet espace de nature. Et nous, ce qu'on croit, c'est qu'en étant impliqué dans sa création,
et dans son soin après, ces mêmes personnes peuvent revenir entretenir la forêt, ça va aussi inciter à préserver ces espaces, à les préserver sur le long terme et à s'assurer, voilà, ne plus être simplement consommateur de la nature en ville, mais être aussi acteur de sa bonne santé. Et pour ça, il faut intervenir d'une certaine façon, c'est-à-dire que c'est un véritable outil pédagogique dans cette mesure-là. Et l'autre élément, pourquoi est-ce que planter, ça peut être une meilleure idée à certains moments, c'est parce qu'en fait, le processus du retour, je dirais, de la nature à son propre rythme, c'est un processus qui est aussi très très lent. On peut attendre plusieurs siècles avant d'avoir des arbres qui vont pousser si tu laisses effectivement une friche revenir par elle-même, ce qui est tout à fait OK d'un point de vue du temps long. Je pense qu'au contraire, c'est très très bien de laisser faire la nature et puis c'est beaucoup plus économique. Mais si on a besoin d'adapter rapidement la ville, par exemple, aux effets du changement climatique et qu'on veut avoir de l'ombre dans 10 ans et pas dans 200 ans, là, c'est plus intéressant de planter en utilisant cette méthode. Mais comme je l'ai dit, la méthode, elle est utile dans certains moments, dans certains contextes où elle fonctionne très bien et à d'autres moments, c'est plus intéressant de privilégier d'autres modes d'action, comme par exemple finalement la libre évolution depuis la friche, depuis le sol nu même quasiment, pour revégétaliser à moindre coût, et aussi d'une autre façon. Ça, je trouve que c'est tout à fait compatible. Très bien, eh bien je te remercie Guillaume pour cet échange. Au plaisir et puis à très bientôt. Merci à toi Mathieu. Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.